Bonjour à toutes et à tous, Jean-Luc Lasquelec, je suis le fondateur de Wallcrypt et aujourd'hui donc je reçois Julien Gourlet, donc le fondateur et CEO de Cruxpool. Alors avant tout, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous pouvez dans le chat me dire que vous nous entendez? Voilà, bonjour Thierry, bonjour Boris, Sonia, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc apparemment ça marche bien, super. Salut Eric. Voilà, parfait. Bon, le webinaire sera également mis sur YouTube et partagé sur les réseaux sociaux. Alors donc Julien Gourlet donc va présenter en fait son activité et parler évidemment donc du minage et du pool minage et l'intérêt à tout au moins à s'intéresser à cette activité. Voilà, donc pendant 1 heure. Et pendant, la présentation, eh bien, je vais jouer le rôle de modérateur et vous pouvez poser vos questions. Voilà, donc ça fait déjà une petite minute que c'est lancé. Alors, Julien, je te propose de prendre la parole et puis, eh bien, de te présenter. Et puis ensuite, on va démarrer le webinaire. Bonjour à tous. Alors, je suis Julien Gourlet, comme Jean-Luc vous l'a indiqué. J'ai créé une société qui s'appelle Ilium, qui opère une pool de minage qui s'appelle Cruxpool. Et je suis ici aujourd'hui pour vous parler du minage de crypto-monnaies et surtout de la manière dont on peut générer des revenus passifs grâce au minage. Alors, on va organiser ce webinaire en deux parties, principalement une première partie assez théorique, où on va passer en revue les différents principes de génération de blocs, donc les algorithmes et les principes de consensus. On va faire un point aussi sur le projet Ethereum et on va commencer par une petite historique concernant la blockchain et les crypto-monnaies. Et puis la deuxième partie sera beaucoup plus pratique, où on va rentrer dans le vif du sujet et vous expliquer comment on mine, comment on crée un rig, qu'est-ce qu'il faut installer sur ces serveurs et quels sont les points clés pour pouvoir faire du minage de crypto-monnaie une activité rentable, intéressante et pourquoi pas un peu fun aussi. Je vais vous partager mon écran parce que j'ai préparé une petite présentation. Alors, est-ce que tout le monde voit ma présentation? Oui, on voit la présentation. Très bien. Alors, on va, dans un premier temps, effectivement, passer un petit peu en revue l'histoire des crypto-monnaies, de la blockchain et du Bitcoin. C'est une histoire en plus qui est très intéressante et particulièrement d'actualité, puisque le Bitcoin a été créé en 2008-2009, donc c'est issu d'un projet open source qui a été mis en place par quelqu'un qui est très mystérieux, qui s'appelle Satoshi Nakamoto, et personne ne sait qui c'est, ni même si c'est une seule personne ou plusieurs personnes. Et c'est donc un projet qui est né durant la crise de 2008-2009 et qui avait pour objectif de pouvoir créer un système d'échange de valeurs qui n'avait pas besoin de tiers, de confiance pour pouvoir opérer, c'est-à-dire de banques qui permettent, dans le cadre du système financier international actuel, de venir jouer le rôle de validateur des transferts de valeur qui existent entre les comptes, que ce soit au niveau particulier comme au niveau professionnel. Alors, ce que les fondateurs du Bitcoin ont créé déjà, c'est la technologie de la blockchain. Donc, c'est une technologie en fait assez disruptive et en même temps assez simple. Donc, c'est une base de données décentralisée, comme son nom l'indique, organisée en chaînes de blocs. Et dans ces blocs, vous pouvez voir tout un tas d'informations. Donc, dans un premier temps, la blockchain et la technologie de la blockchain a été créée pour encapsuler dans ces blocs uniquement des transactions. Et donc là, le principe est assez simple. Dans un bloc, vous avez l'état de la blockchain, c'est-à-dire l'état des comptes à l'instant T. Et on peut prendre une analogie assez simple. Vous allez avoir un individu qui a un Bitcoin, un individu A qui a un Bitcoin, un individu B qui a 0 Bitcoin, et A souhaite envoyer un Bitcoin à B.
Donc, dans le bloc numéro 1, vous allez avoir l'état de la blockchain initiale et la transaction. Et dans le bloc N+1, vous aurez le nouvel état de la blockchain, à savoir que A disposera de 0 Bitcoin et que B disposera de 1 Bitcoin, puisque le A l'a envoyé à B. Donc, vous voyez, c'est un système qui est assez simple, mais en même temps, c'est une structuration d'une base de données tout à fait disruptive, puisqu'elle raconte une histoire et elle évolue au cours du temps en fonction d'un certain nombre de critères. Et donc ça, c'est vraiment l'origine en fait de la technologie et l'origine du Bitcoin. Alors après, très rapidement, c'est d'abord resté, je dirais, quelque chose de réservé aux passionnés pendant de nombreuses années. Puis l'écosystème blockchain crypto-monnaie autour du Bitcoin s'est développé notamment en Chine. Et puis, progressivement, il y a eu de nombreux projets qui ont commencé à voir le jour en souhaitant utiliser notamment la technologie de la blockchain pour d'autres choses. C'est notamment le cas du projet Ethereum, sur lequel on va faire un point un petit peu plus tard dans cette présentation, où globalement, les fondateurs de l'Ethereum ont eu une idée assez géniale, c'est de se dire, finalement, on pourrait mettre dans ces blocs bien d'autres choses que des transactions. Puisque la structure même de la blockchain fait que l'information est très résiliente et accessible à tous. Donc, on pourrait y mettre, par exemple, des diplômes pour pouvoir pallier aux problèmes d'usurpation de diplômes qui sont quand même assez présents. Et donc, étant donné l'accessibilité d'une blockchain, on peut, grâce à cette technologie, pallier à ce problème. C'est ce que fait BC Diploma, par exemple, en France. On peut y mettre des cadastres, par exemple. On sait que de nombreux pays ont des difficultés sur la propriété des terrains. C'est notamment le cas en Inde. Et donc, il y a de nombreux États qui travaillent sur la base de la blockchain de l'Ethereum pour créer des systèmes de cadastre universels en minimisant considérablement l'administratif et le côté administratif et toutes les procédures qu'il faut mettre en place. On peut aussi, comme l'a fait AXA, imaginer des systèmes d'assurance automatisés. Air France, par exemple, a mis en place un système qui permet de rembourser les billets d'avion. Et c'est un remboursement qui se fait de manière automatique avec ce qu'on appelle les systèmes de contrats intelligents qu'on peut trouver sur la blockchain de l'Ethereum et qui sont particulièrement pertinents et pratiques. Et ce qui permet assez simplement à un utilisateur qui a acheté un billet d'avion et dont l'avion a été en retard de pouvoir se faire rembourser tout ou une partie de son billet en fonction d'un certain nombre de critères qui sont prédéfinis en amont. Et donc, vous n'avez pas de démarche à effectuer, vous n'avez pas à aller voir votre vendeur. Donc, tout ça simplifie quand même considérablement les choses. Donc, ça, c'est les cas d'usage qu'on peut trouver sur la blockchain, avec un premier cas qui reste, je dirais, l'élément principal de la technologie de la blockchain, à savoir les crypto-monnaies. Et puis, désormais, depuis plusieurs années maintenant, et surtout depuis 2015 et l'apparition de l'Ethereum, avec des cas beaucoup plus spécifiques qu'on trouve comme ceux que je viens de donner. Et puis aussi, vous avez la supply chain qui est très, très gourmande en technologie blockchain et qui construit beaucoup de systèmes qui permettraient de fluidifier et de faciliter grandement tous les process en cours dans l'acheminement de produits finis ou de produits semi-finis sur une zone géographique. Donc ça, c'est un petit peu pour faire un point sur l'historique. Et désormais, la blockchain et les crypto-monnaies, aujourd'hui, eh bien, ça a explosé. Ça a explosé déjà pour des raisons techniques, celles que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que la technologie est devenue quand même beaucoup plus mûre qu'elle ne l'était initialement. Et puis, grâce à l'envolée des crypto-monnaies qu'on a vu en 2017, il y a eu un engouement du public qui a permis de voir un petit peu les éléments que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire des utilisateurs actifs du Bitcoin qui ont explosé, une capitalisation de l'ensemble des crypto-monnaies qui a beaucoup augmenté, et on voit aussi une population mondiale beaucoup plus friande de crypto-monnaies, tant pour les détenir, c'est-à-dire dans un objectif soit de spéculation,
c'est-à-dire dans l'attente d'une hausse, soit tout simplement pour l'utiliser ou par curiosité ou conviction personnelle. Donc ça, c'est vraiment des éléments très, très importants. Une petite parenthèse qu'il est aussi très intéressant de souligner et qu'on perçoit de manière assez significative, c'est l'utilisation des crypto-monnaies dans les pays en voie de développement et les pays sous-développés. On a la chance en Europe d'être dans une zone monétaire extrêmement stable, donc finalement la fluctuation et la volatilité des monnaies d'État, c'est quelque chose qui nous parle assez peu, sauf pour ceux qui ont un certain âge et qui ont vu la guerre des monnaies en Europe dans les années 70 avec le Deutsche Mark, le franc, etc. Mais en réalité, depuis 20 ans, c'est quelque chose qui a complètement disparu de notre horizon en tant qu'Européens. Par contre, c'est omniprésent dans les pays moins développés qu'en Europe. Et ce qu'on remarque, c'est une utilisation quand même assez massive des crypto-monnaies en Afrique, au Moyen-Orient, en Turquie, en Russie, par exemple, parce que la monnaie dans ces pays-là est beaucoup moins stable et qu'elle est sujette à des variations qui ne sont pas du tout liées à l'état de l'économie de ces pays-là, mais plus à des éléments géopolitiques qui concernent quand même assez peu les utilisateurs de cette monnaie, pour qui l'objectif principal est quand même de pouvoir payer, acheter de la nourriture, payer sa baguette de pain, donc vraiment les cas d'usage que tout le monde rencontre au quotidien. Et c'est à ça que ça sert une monnaie. Et du coup, dans ces pays-là, on voit bien que l'utilisation des crypto-monnaies et la connaissance des crypto-monnaies est quand même beaucoup plus forte que dans les pays comme la France, où finalement les besoins sont plus faibles, étant donné qu'on a l'euro et qu'on est finalement plutôt assez content d'avoir cette monnaie. Alors, globalement, ce qui a été créé pour le Bitcoin, c'est un système qui utilise de la puissance de calcul pour créer les blocs de la chaîne toutes les 10 minutes à peu près. C'est un petit peu ce qui a été défini dans le protocole initial. Et ça, c'est en réalité une manière de faire parmi tant d'autres, ce qu'on appelle les algorithmes de consensus. Et vous en avez de plusieurs types, parce qu'en réalité, vous avez d'autres manières que le minage de soutenir une blockchain au niveau technologique et donc de générer les blocs de la chaîne. On va s'intéresser bien évidemment dans cette présentation principalement aux algorithmes de minage, puisque c'est c'est le sujet du webinaire. Néanmoins, il me semble important de souligner qu'il existe d'autres manières de faire. Vous avez des algorithmes, ce qu'on appelle de proof of stake, donc de stacking, qui vont utiliser l'immobilisation d'actifs, de cryptoactifs pour générer les blocs, donc pour créer la confiance dans le système. Vous avez des systèmes de masternode aussi qui sont assez omniprésents en ce moment et dans l'air du temps. Et vous avez des systèmes comme le Proof of Authority ou le Proof of Space qui sont en cours de développement et de généralisation sur un certain nombre de blockchains. Et donc, le minage est le premier système qui a été créé. L'objectif, en fait, des créateurs du Bitcoin était d'encourager les utilisateurs et les passionnés, ceux qui étaient intéressés par cette technologie, globalement à laisser tourner un ordinateur qui disposait d'une certaine puissance de calcul, mais c'était souvent des laptops ou des ordinateurs de bureau, donc rien d'exceptionnel à l'époque. Et là, je parle des années 2010, enfin, je parle de 2010-2011, d'encourager les passionnés, ceux qui voulaient tout soutenir le projet, à laisser tourner un PC pour alimenter le système, donc le sécuriser, et donc créer un bloc. Et les années qui ont suivi ont vu quand même se développer une activité qui s'est professionnalisée, industrialisée, si bien que désormais, aujourd'hui, en 2020, le Bitcoin est miné principalement par des professionnels à 95%, ce qui n'est pas le cas de l'Ethereum et de tout un tas d'autres actifs, de cryptoactifs qu'on peut trouver et qui peut se miner à l'heure d'aujourd'hui. Mais pour le Bitcoin, on a clairement affaire à un marché de professionnels, de créateurs de fermes de minage, où là, les points clés vont être vraiment le coût d'électricité, le refroidissement, afin de mettre en place ces systèmes-là. Alors, le minage, comment ça fonctionne? Bon, comme je vous l'ai indiqué, il s'agit de consacrer une puissance de calcul pour produire des blocs.
Alors, en réalité, cette puissance de calcul est consacrée à la sécurisation du réseau plus qu'à la création des blocs. En réalité, la création des blocs, vous avez un pool de transactions en attente que vous allez en fait encapsuler dans un bloc. Et en fait, la puissance de calcul, elle va être utilisée pour définir qui a le droit de générer ce bloc. Et donc, on va vous demander en fait de brute force un algorithme, concrètement, pour faire assez simple, de trouver un numéro qui se trouve être un numéro extrêmement impressionnant, généralement un chiffre à 10 puissance 18 chiffres, donc un truc assez mastoc. Et si vous le trouvez, vous avez le droit donc de créer un bloc. C'est en fait le principe du minage, le principe assez technique. Et donc, comme je l'ai indiqué, c'est une activité qui s'est professionnalisée. Ça représente quand même le minage de crypto-monnaies à peu près 15 milliards de revenus annuels sur une capitalisation boursière désormais de 200 à 250 milliards. Bon, ça varie un peu tous les jours. Là, ces dernières 48 heures ont été plutôt extrêmement positives pour les crypto-monnaies. Et d'ailleurs, cette évolution montre à quel point le système qui a été défini en 2008-2009, justement pour pallier aux crises financières et pour être extrêmement résilient et solide vis-à-vis de ces crises-là, prend toute son ampleur et démontre toute sa pertinence, puisque en fait le Bitcoin est désormais à un cours qui est supérieur à celui qui était le sien juste avant la crise du Covid-19. Et ça montre bien en termes de fondamentaux que finalement la technologie est devenue beaucoup plus mûre. Elle n'est pas encore arrivée à un niveau de maturité qu'on peut considérer comme abouti. Et on discutera un petit peu plus tard pourquoi. Mais le niveau de maturité de cette technologie est maintenant désormais assez net. Et le cours du Bitcoin reflète ce niveau de maturité. À noter que vous avez quand même de nombreuses crypto-monnaies qui utilisent ce système qu'on appelle de preuve de travail, donc de proof of work. Donc, c'est l'utilisation des serveurs pour générer les blocs de la chaîne. Donc, vous avez le Bitcoin Cash, le Litecoin, l'Ethereum classique et tout un tas d'autres crypto-monnaies, des centaines, qui utilisent ce système-là pour sécuriser la blockchain et pour créer des blocs de la chaîne. Alors, sur l'Ethereum, je vais prendre un petit peu de temps pour vous parler de l'Ethereum parce que c'est un projet qui est quand même extrêmement intéressant. Et puis, c'est un projet qui met en évidence un certain nombre de points clés de l'utilisation de la technologie de la blockchain qui sont de plus en plus utilisés et qui vont au-delà de l'aspect financier, c'est-à-dire de l'utilisation de la blockchain pour les crypto-monnaies. Et donc, c'est intéressant de s'y attarder puisqu'en plus de ça, l'Ethereum a choisi d'opérer un switch qui va être extrêmement progressif, qui va durer à peu près 2 années et qui va switcher en fait la structure même de la blockchain de l'Ethereum d'un système de preuve de travail à un système qu'on appelle de proof of stake dont je voulais parler un petit peu plus haut et qui va utiliser l'immobilisation des crypto-monnaies pour pouvoir assurer la sécurité du réseau et encapsuler et encrypter les transactions et donc gérer les transactions de crypto-monnaies. Et donc, c'est pourquoi j'avais l'intention effectivement de passer un petit peu de temps à vous parler du projet Ethereum, qui est un projet qui est extrêmement intéressant. Alors, le projet Ethereum, déjà, il a été conçu en 2015 par un certain nombre de personnes. Alors, ces personnes-là ont commencé à travailler dessus en 2014. Il a beaucoup évolué déjà depuis 2015. Il s'est fortement développé en termes de technique. C'est-à-dire que il est quand même à l'avant-garde en termes de technologie et de maturité de technologie sur la blockchain. Il y en a d'autres. Il faut citer quand même un certain nombre d'autres crypto-monnaies qui sont extrêmement performantes, comme Tezos. C'est un projet qui a la chance d'être français. Et vous avez quelques autres projets qui sortent aussi du lot.
et qui ont tous une vocation d'utiliser la blockchain pour autre chose que les transactions financières et de l'utiliser notamment pour générer ce qu'on appelle des contrats intelligents et qui vont permettre d'effectuer plusieurs opérations sur la blockchain, des opérations dont j'ai parlé un petit peu plus tôt dans cette présentation et qui vont sans doute révolutionner tout un tas de secteurs d'activité. Alors, concernant l'Ethereum, cette roadmap est obsolète et c'est un grand classique de l'Ethereum. Ils sont toujours en retard sur leur roadmap, mais néanmoins, ça vous donne une trajectoire assez claire sur où ils veulent aller et comment la blockchain va se développer. Et en fait, le point final de ce développement, c'est un passage de l'utilisation des serveurs, donc du minage de crypto-monnaies pour sécuriser et générer les blocs de la chaîne, à un système de stacking où globalement vous allez immobiliser vos Ethers. On va vous offrir un retour sur investissement et vous participerez à la sécurisation et à la génération des blocs puisque vous aurez la possibilité de devenir un validateur. Alors tout ça est un petit peu plus complexe, mais globalement, vous allez avoir un système qui va changer de paradigme et utiliser beaucoup moins d'énergie. Et on sait que l'énergie est un sujet quand même assez central dans le monde du minage de crypto-monnaies, notamment pour les mineurs de crypto-monnaies en termes de coûts, mais aussi sur l'impact environnemental évidemment de cette activité. Et donc le projet Ethereum, à la mi-2020, va passer déjà dans ce qu'on appelle une phase 0. Donc vous voyez, ça a déjà 1 an de retard. Et c'est toujours un petit peu le cas. Donc comme ils ont prévu juillet 2020, je pense que vous pouvez vous attendre à avoir encore quelques mois de retard sur la phase 0. Et cette phase 0 va permettre à tous les détenteurs d'Ethereum, via a priori des services tiers, de pouvoir générer un retour sur investissement uniquement en immobilisant des Ethers. Et ça, vous allez participer en fait à la sécurisation du réseau grâce à ça. C'est la première phase du plan, de la roadmap de l'Ethereum. Vous allez avoir une deuxième phase qui est aussi beaucoup documentée, qu'on appelle les shard chains, qui est très importante puisque je vous parlais un petit peu plus précédemment du niveau de maturité de la technologie. En fait, la technologie de la blockchain est une technologie qui est de plus en plus mûre, mais qui reste difficilement scalable et qui a des problèmes pour résoudre la problématique qui est liée à la scalabilité en fait du système. Pour faire simple, il s'agit du nombre de transactions que peut être effectué sur une blockchain par seconde. Et donc sur le Bitcoin comme sur l'Ethereum, ce nombre de transactions est quand même assez réduit. Ces deux crypto-monnaies, hein, pour parler que d'elles, mais bien évidemment il y en a beaucoup d'autres, et beaucoup ont leurs propres idées en fait sur la manière dont gérer cette scalabilité. Pour le Bitcoin, vous avez un système qu'on appelle le Lightning Network, qui est une deuxième couche qui correspond en fait à la Beacon Chain et aux Shard Chains de l'Ethereum, qui va permettre d'augmenter considérablement le nombre de transactions à la seconde. Et on voit bien que pour envisager une adoption massive des crypto-monnaies, cette scalabilité, elle est absolument nécessaire. Et sur la blockchain de l'Ethereum, vous allez avoir ce qu'on appelle les shard chains, c'est-à-dire une division des sous-chaînes qui vont permettre de prendre en charge et d'absorber un certain nombre de transactions sur un système qui va être un système de stacking, c'est-à-dire d'utilisation d'énergie largement moindre, et donc une efficience en termes d'énergie utilisée pour transactions traitées, qui va être beaucoup plus important que c'est le cas actuellement sur la blockchain de l'Ethereum, qui utilise le système du minage. Donc voilà un petit peu, je vais mettre de côté la phase 2 et la phase 3 d'Ethereum parce qu'elles sont assez complexes et encore assez peu documentées. Donc tout ça reste nébuleux. Mais déjà, sur ces différents points, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez que j'approfondisse un ou plusieurs sujets qui ont été abordés dans cette première petite partie?
Alors, oui, donc Boris donc en parlant de staking, crypto.com est très agressif et propose de nouveaux cryptos, Bitcoin à moins 50%. Voilà, donc que penses-tu de ce projet, Julien? Voilà, faut-il vendre, acheter du Bitcoin à cette date? Alors, en fait, là, crypto.com va s'appuyer sur le halving. Donc, le halving, c'est un gros sujet pour les mineurs de Bitcoin. En fait, dans le système que j'ai décrit un petit peu plus haut, le minage permet en fait de générer des blocs. Et en fait, on pourrait se poser la question, mais pourquoi des gens vont-ils consacrer de la puissance de calcul pour générer ces blocs? Eh bien, tout simplement parce qu'un bloc, il a un coût, c'est-à-dire que est associé à chaque bloc ce qu'on appelle un reward. Et ce reward, à l'heure actuelle, sur la blockchain du Bitcoin, il est de 12,5 Bitcoin. Et donc, il y a prévu dans le protocole Bitcoin, tous les 250 000 blocs, une réduction de ce reward qui affecte beaucoup les mineurs de crypto-monnaies qui voient leur rémunération divisée par deux. Et donc, ça, c'est un élément qui est assez important. Concernant crypto.com, il me semble que l'idée derrière le système n'est pas de proposer des bitcoins à moins 50%, mais par contre, le reward va être diminué de 50%, va être divisé par deux. On va passer de 12,5 BTC par bloc à 6,25 BTC par bloc, sans compter les transaction fees. Donc voilà, moi, bien évidemment, il faut rester quand même très prudent sur les offres des sites internet qui vous proposent des bitcoins à moins 50% sur une date. Si c'était réellement le cas, vous imaginez bien que la planète entière pourrait gagner 4000 ou 4200 euros par bitcoin, puisque le bitcoin est à 8500 euros, un petit peu moins là en ce moment. Donc si vous pouvez l'acheter à 4000, toute la planète entière va l'acheter à 4000 pour le revendre directement derrière à 8000 et faire 4000 euros de plus-value par bitcoin. Et il n'y a pas de limite. Donc, bien évidemment, c'est un peu compliqué. Donc, concernant ma préférence entre le proof of stake et le delegated proof of stake, bon, c'est une très bonne question. Clairement, ma préférence va au proof of stake parce que le delegated proof of stake, en fait, dans un système qui est censé être décentralisé, eh bien, on recrée de la centralisation puisqu'on délègue la validation des blocs à des acteurs qui sont souvent choisis et cooptés, comme c'est le cas sur EOS. Et du coup, on remarque qu'on on switch entre un problème environnemental et on a un problème de gouvernance qui se met en place. EOS, en fait, est désormais ingouvernable. Et c'est bien d'ailleurs la raison pour laquelle le projet rame, alors même que c'est la plus grosse ICO de l'histoire, puisque pour mémoire, ils avaient levé 4 milliards de dollars. Donc c'est un montant qui est sidérant, qui correspond à l'introduction en bourse de Google en 2004 quand même. Pour autant, vous voyez bien que le projet EOS n'avance pas, et il n'avance pas pour des problèmes de gouvernance qui sont liés au choix du Delegated Proof of Stake, qui globalement est un choix de vote, où chacun qui possède un token peut voter pour un validateur. En fait, on se rend compte que ces votes sont faussés par les gros détenteurs d'actifs qui vont en fait accaparer la capacité de générer les blocs. Alors, après, je vois des questions concernant le trading. Je vais pas m'aventurer sur ces points-là. Le sujet n'est pas le trading. Alors, j'ai des avis bien évidemment personnels sur la question. Je dirais juste que là, effectivement, les crypto-monnaies font quand même un parcours qui est assez exceptionnel en l'état actuel des choses et comparé aux grandes classes d'actifs actuelles, notamment les marchés boursiers et les marchés des bons du trésor. Néanmoins, suite à une hausse comme celle-là, je pense qu'il faut s'attendre à une petite correction. Et je pense que les zones clés indiquées par Stéphane sont exactes. Maintenant, il est très difficile, étant donné qu'on vit une crise financière quand même assez significative et qui va durer, de percevoir le trend qui va se dégager vis-à-vis de ça. Et bien malin est celui qui pourrait le deviner. Néanmoins, ce qu'on peut constater, c'est que le Bitcoin désormais a 10 ans, un petit peu plus de 10 ans, et que c'est un actif qui, sur le moyen terme, ne fait que progresser
pour une raison simple, c'est qu'on institutionnalise la rareté dans le système Bitcoin, puisque comme je vous l'ai indiqué, il y a une diminution du reward tous les 250 000 blocs, c'est-à-dire une diminution de l'inflation. Et le nombre de Bitcoin en circulation au bout du bout est capé à 21 millions. Donc ça veut dire que c'est un produit fini, c'est un nombre qui est fini, il n'y en aura jamais plus, et que forcément, plus la demande va augmenter, plus la loi de l'offre et de la demande va faire que le Bitcoin devrait augmenter. Alors, la question de Bernard Nicolet, quelles sont les forces et faiblesses de Tezos? Donc, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre du webinaire sur le minage et la rentabilité du minage, du pool de minage. Voilà, mais écoute. Alors, le Tezos, c'est vraiment un projet qui est très, très intéressant. Merci Bernard pour votre question. Alors, c'est un projet, les forces sont évidentes, c'est la structure de la blockchain, qui est une blockchain extrêmement scalable. En réalité, ils ont résolu tout un tas de problématiques sur cette question-là, que n'ont pas été en mesure de résoudre les grandes blockchains comme celle du Bitcoin et de l'Ethereum, en tout cas pour l'instant. Et donc, on a un produit qui est extrêmement scalable. Les cas d'usage sont assez généraux sur la blockchain de Tezos. Vous avez des cas d'usage qui sont assez similaires à ceux qu'on peut trouver sur l'Ethereum et ceux que j'ai pu citer un petit peu précédemment. Mais je vais peut-être pas m'aventurer dans une déclinaison de tous les cas d'usage de Tezos que vous pourrez trouver sur le site internet de Tezos, qui est un projet qui est assez ambitieux, donc vous allez trouver tout un tas de possibilités en fait qu'offre cette blockchain. Mais pour moi, la principale force de la blockchain de Tezos, c'est sa scalabilité. Sa principale faiblesse, c'est, je dirais, toute l'actualité de ces 2 dernières années sur la blockchain de Tezos, qui n'a pas toujours été très favorable, avec des petits combats de gouvernance là encore, qui n'ont jamais été très pertinents en fait pour la lisibilité en termes de technologie. Ceci dit, Stéphane le souligne très bien, un très très beau parcours de Tezos, et je pense que de plus en plus le parcours en termes de cours d'une crypto-monnaie est souvent très représentatif des fondamentaux techniques qu'il y a derrière, puisqu'on est désormais sur un marché qui est beaucoup plus institutionnalisé qu'il ne l'était précédemment, ne serait-ce qu'il y a 2-3 ans, et que maintenant, le marché est beaucoup plus rationnel qu'avant, et donc est représentatif des fondamentaux techniques d'une technologie. Donc, Voilà, donc je pense que peut-être tu peux aborder la deuxième partie, Julien. Donc, Ok. Alors, passons à la deuxième partie, qui est une partie beaucoup plus pratique. Donc là, l'idée, c'est de vous dire un petit peu ce qu'il faut pour miner. Alors, globalement, pour faire du minage de crypto-monnaie, vous allez avoir besoin principalement de 2 éléments, du matériel et un logiciel. Alors, pour le matériel, il faut bien distinguer 2 types de matériel. Vous avez du matériel qu'on appelle des serveurs spécialisés, des ASICs, qui permettent de miner notamment le Bitcoin, le Litecoin, le Bitcoin Cash. Donc ça, c'est du matériel que vous allez pouvoir acheter auprès de fournisseurs qui sont principalement basés en Chine, qui sont les principaux constructeurs de ce type de machine. Je vous préviens tout de suite, c'est pas le sujet de notre webinaire pour une raison très simple. Le marché des ASIC, c'est un marché de professionnels. Donc, il faut de l'énergie à bas coût, des systèmes de refroidissement extrêmement performants, extrêmement peu gourmands en énergie. Donc, vous allez être confronté à des problématiques que les constructeurs de data centers connaissent bien, mais par contre que les particuliers ne connaissent pas et ne sont pas en mesure de reproduire dans un cadre, je dirais, amateur. Donc, on va passer tout de suite au deuxième grand type de matériel que vous pouvez utiliser pour miner, à savoir principalement les cartes graphiques. Même si vous avez quelques crypto-monnaies qui peuvent encore être minées grâce à des processeurs,
les cartes graphiques sont désormais les principaux systèmes utilisés pour le minage de crypto-monnaies. Là, je parle bien du minage. Je ne parle pas des autres types de systèmes de sécurisation des blockchains, donc Masternode et autres choses de ce type-là. Donc là, sur ce point-là, vous pouvez miner même désormais avec un laptop qui a une carte graphique qui est suffisamment puissante pour le faire. On ne parle pas de cartes graphiques exceptionnelles, hein, des cartes graphiques avec 4 Go de RAM et des 1060 Nvidia ou des AMD 470, 480 peuvent déjà vous permettre de miner de la crypto-monnaie. Le point clé, en fait, si vous avez ce type de matériel, va être la rentabilité, à savoir qu'est-ce que vous dépensez comme électricité pour la production que vous générez en crypto-monnaie. Et donc là, bien évidemment, plus vous allez avoir accès à de l'énergie pas chère, plus votre seuil de rentabilité va être intéressant. Et donc, sur ce matériel, donc, vous avez le laptop, vous avez le PC de gamer, donc un PC un peu robuste, vous avez une belle carte graphique dedans. Ces PC-là peuvent vous permettre de miner. Et puis, vous avez ce qu'on appelle des rigs. Donc, les rigs, ce sont ni plus ni moins des PC qui ont été construits un petit peu sur mesure et organisés pour permettre d'accueillir pas une carte graphique ou deux cartes graphiques, mais un nombre beaucoup plus important, 6, 7, 8, voire 11 ou 12 pour certains rigs, avec un objectif, c'est-à-dire utiliser le moins d'énergie possible pour pouvoir produire le plus possible de crypto-monnaies, et donc en faisant travailler chacune des cartes graphiques pour pouvoir générer de la crypto-monnaie. Donc là, le matériel, c'est du matériel que vous retrouvez dans un PC, une carte mère, de la RAM, un processeur, une alimentation et des cartes graphiques. Donc ce sont les 5 ingrédients principaux du matériel que vous retrouvez dans un rig. Il n'est pas la peine d'aller chercher un processeur exceptionnel, de la RAM exceptionnelle, parce qu'en réalité, les logiciels qui tournent ne sont pas gourmands sur les processeurs et ne sont pas gourmands sur la qualité de la carte mère, etc., etc. Par contre, ce qu'il faut, c'est vous avez des cartes mères qui sont créées sur mesure maintenant pour le minage. Et puis, il faut concentrer toute son attention sur la carte graphique en allant chercher le niveau de rentabilité et l'efficacité de chacune des cartes graphiques. Vous avez des sites comme What2Mine, par exemple, qui vous permettent de trouver ces informations-là et qui vous permettent de définir en fonction des cartes graphiques qui existent la production que vous allez pouvoir générer dans la crypto-monnaie de votre choix, que ça soit Ether ou Ether classique, mais aussi Beam, Green, Zcoin, Zcash. Enfin, vous avez plein de crypto-monnaies comme ça qui existent, qui vous permettent d'utiliser des cartes graphiques pour pouvoir générer de la crypto-monnaie. Et donc là, le point clé va être de regarder la consommation de votre carte graphique et de voir ce que vous pouvez générer et de transformer ça en fiat, c'est-à-dire en monnaie fiduciaire, en euros, et de voir en fonction du coût d'électricité que vous avez obtenu de la part de votre fournisseur d'énergie, eh bien le seuil de rentabilité. Une fois que vous en êtes là, vous allez devoir installer des logiciels, principalement un logiciel de minage, donc les plus connus étant Phoenix Miner, Claymore, etc., etc. Et donc là, les logiciels, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simplement récupérer du travail informatique à partir d'une pool de minage et faire travailler les cartes graphiques pour vous permettre d'obtenir des rémunérations qui généralement proviennent des pools de minage. Donc, ce qui m'amène au troisième point, la pool de minage est un passage un petit peu obligé pour tous les particuliers, parce qu'il n'est pas possible à l'heure actuelle de miner seul. Il vous faudra forcément une pool de minage, parce que bon, si vous avez ne serait-ce que quelques serveurs dans votre garage pour miner de l'Ethereum, il vous faudra quelques années avant de pouvoir générer un bloc. Et c'est ça qui va vous générer la rémunération. Donc forcément, plutôt que d'attendre quelques années en croisant les doigts, parce qu'il y a un phénomène de chance quand même qu'il faut bien avoir en tête, que je vais pas aborder ici parce qu'il est long à expliquer, mais qui est omniprésent dans la génération des blocs, eh bien, vous allez passer par une pool de minage comme Cruxpool,
pour pouvoir créer de la liquidité et donc être rémunéré tous les jours, quotidiennement, pour la mise à disposition de la puissance de calcul. Donc ça, c'est pour les plus motivés d'entre vous qui souhaiteraient passer par un processus où vous allez apprendre en fait à créer un serveur, à télécharger des logiciels et puis à vous connecter à une pool. Vous avez bien évidemment des solutions plus simples, c'est-à-dire des fournisseurs de matériel plug and play comme Just Mining par exemple, qui permet la vente de serveurs tout faits. Où là, vous n'avez qu'à acheter en fait le matériel, vous avez tout qui est mis dessus, donc vous avez le matériel qui est opérationnel, le logiciel qui est fait, c'est déjà branché sur une pool. En fait, vous n'avez qu'à le brancher, le mettre en place et vous allez générer des crypto-monnaies qui vous sont reversées sur votre wallet un petit peu à votre convenance. Et donc, ça permet comment dire, de combler un petit peu le gap entre la technicité nécessaire quand même pour créer du matériel de minage ou pour se mettre à miner à titre personnel, ce qui va vous demander quand même un petit peu de temps et de l'argent. Et bien évidemment, vous allez devoir trouver des tutos, vous informer, etc. Et puis, des personnes qui aimeraient participer à cet effort de minage, mais qui n'ont pas forcément ni le temps ni l'envie de passer par ces processus. Donc ça va leur permettre en réalité de pouvoir tout de suite miner. Alors, vous avez quand même, et il est bon de le souligner, d'autres systèmes qui vous permettent de participer à cette sécurisation des blockchains. Sur l'aspect minage, vous avez ce qu'on appelle déjà le cloud mining. Donc, c'est des contrats de cloud qui sont promulgués par des sociétés. Là encore, Just Mining fait du cloud mining. Et vous avez aussi Genesis Mining. Vous avez tout un tas de sociétés qui sont présentes sur ce système-là. Globalement, vous allez payer un abonnement mensuel, annuel ou pour 24 mois. Et vous aurez à disposition une puissance de calcul et vous allez pouvoir miner grâce à cette puissance de calcul. Grand avantage, c'est que vous n'avez rien à faire, si ce n'est passer par une plateforme qui est en ligne. Et donc ça simplifie quand même grandement les choses. Et puis vous avez d'autres systèmes que j'ai abordés un petit peu plus haut dans ma présentation. Alors, je vais d'abord aussi, il y a un petit système qui est mixte, qui est globalement le hosting, la location de machines. C'est vous avez des acteurs à l'heure actuelle qui se sont lancés dans des propositions qui vous permettent d'héberger vos machines. Globalement, si vous souhaitez construire vous-même vos machines, mais que vous n'avez pas accès à un coût d'électricité qui est faible, vous pouvez passer par des intermédiaires qui vous permettent d'héberger vos machines à des endroits où ils ont, eux, accès à des coûts d'électricité qui sont suffisamment faibles pour que vous puissiez avoir un niveau de rentabilité qui est intéressant. Et puis, vous avez d'autres systèmes de sécurisation des blockchains, ce que j'abordais il y a 30 secondes, comme les masternodes, par exemple, et d'autres. Qui là sont des systèmes très financiers finalement, puisque vous allez acheter des crypto-monnaies, les immobiliser pendant un certain temps, et cette immobilisation va vous permettre de générer un ROI, donc un rendement, qui va différer en fonction des blockchains que vous allez choisir de soutenir. À noter, et il me semble important de le souligner, que derrière ce rendement, il n'y a pas de spéculation, contrairement aux produits financiers qu'on peut trouver de manière classique. Ce sont des rendements qui sont assurés par un protocole informatique et qui ne peuvent pas, a priori, être négatifs. Si vous mettez de côté la variation du cours des coins que vous souhaitez soutenir. Donc ça, c'est important de le souligner, c'est-à-dire que c'est vraiment une rentabilité qui est générée par un process informatique qui n'est pas généré par de la spéculation, comme la plupart des produits financiers en réalité. Ensuite, vous allez, grâce à ces systèmes-là, récupérer des crypto-monnaies. Donc ces crypto-monnaies, ça pose la question des wallets. Donc les wallets, c'est vraiment une question assez centrale puisque ça touche à votre argent, donc à la sécurité et à la sécurisation des dépôts en crypto-monnaie. Vous avez beaucoup de sociétés qui ont mis sur pied des systèmes extrêmement safe d'immobilisation et qui vous permet de stocker vos crypto-monnaies. On peut citer Ledger, qui est une société française. Et puis, vous trouvez tout un tas de wallets sur Internet
qui vous permet de le faire. Et ça, c'est important de choisir son wallet avec beaucoup d'attention. Sur le site de Cruxpool, vous avez beaucoup de tutos sur cette question-là, puisque les mineurs de crypto-monnaies vont avoir besoin de wallets quand même assez robustes, puisqu'ils vont recevoir des virements quotidiennement. Et donc, il faut des wallets qui sont suffisamment solides pour encaisser en fait ces virements quotidiens. Et puis derrière va se poser la question, une fois que vous avez récupéré vos crypto-monnaies, se pose la question de soit vous gardez ces crypto-monnaies, et donc généralement vous allez les conserver parce que soit vous croyez fortement que les crypto-monnaies ont un avenir brillant, ce qui est mon cas. Et donc, vous souhaitez les garder parce que vous considérez que ce sont des actifs qui vont considérablement augmenter dans les années qui viennent. Soit vous êtes un acteur plutôt actif, auquel cas vous allez vouloir trader un petit peu ces crypto-monnaies. Et donc là, vous allez devoir choisir une plateforme d'échange, donc des exchanges, typiquement Coinbase, Bitstamp pour les plus connus, Binance bien évidemment. Et là, ce sont des plateformes qui vont vous permettre tout simplement de revendre vos crypto-monnaies pour créer des euros. Et à partir de ces euros, soit vous les faites remonter sur votre compte personnel et vous allez donc gagner, c'est le fruit de votre minage, soit vous décidez de vous amuser un petit peu sur ces plateformes et d'effectuer du trading. Et donc, on va pas rentrer dans le détail parce que c'est pas l'objet de ce webinaire, mais bien évidemment, vous trouverez une littérature extrêmement abondante et dense sur la question du trading qui peut vous permettre d'avancer sur cette question. Alors après, vous avez quand même une question aussi à se poser qui est assez importante, c'est quelle fiscalité et comment déclarer ces crypto-monnaies. Alors en France, depuis 2019, la fiscalité sur les plus-values en crypto-monnaies, elle est la même, c'est la flat tax, elle est la même que pour les plus-values sur les marchés boursiers. Donc, vous allez devoir déclarer aux impôts vos plus-values et vous allez devoir reverser aux impôts 30% de cette plus-value. À noter, et j'insiste bien sur cette question, les plus-values ne sont calculées que si vous transformez vos crypto-monnaies en euros. Si jamais vous transformez vos bitcoins en Ether, vos Ethers en BIM ou en Green, et puis vous restez dans le monde des crypto-monnaies, tout ça ne concerne pas pour l'instant l'État et vous n'avez pas à le déclarer. Et donc, toutes les plus-values que vous pourriez effectuer dans ce cadre-là ne sont pas imposables, en tout cas pour l'instant. Ce qui est imposable uniquement, c'est les plus-values quand elles sont réalisées en euros. C'est-à-dire qu'à partir de 100 euros, vous achetez un actif 100, vous le revendez 110, vous avez fait 10 de plus-value, vous allez devoir reverser à l'État 3,3 euros. C'est la flat tax qui est opérationnelle sur la plupart des produits financiers. Donc voilà un petit peu sur les éléments concernant le minage de crypto-monnaies. J'invite ceux qui ont des questions un peu plus précises sur les sujets que je viens d'aborder à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Alors, au niveau de Cruxpool, moi j'aurais donc une question. Quels sont les avantages à passer par Cruxpool? Est-ce que j'ai besoin d'ordinateur? Si on devait résumer très rapidement, donc si je veux gagner de l'argent dans la crypto-monnaie en passant par Cruxpool, qui est une pool de minage, donc pool de minage, ça veut dire que on se rassemble, hein, c'est bien ça en fait, hein? Absolument. En fait, une pool de minage, c'est assez simple. C'est que, comme je l'ai indiqué précédemment, le marché étant maintenant un marché quand même grandement professionnalisé, industrialisé, il est devenu très compliqué pour un acteur seul de générer un bloc. Or, le bloc, c'est la rémunération. Donc, du coup, les mineurs vont donc se regrouper en pool de minage. C'est des services qui sont à destination des mineurs de crypto-monnaies et qui permettent globalement de créer de la liquidité. Là où un mineur de crypto-monnaie seul va devoir attendre très longtemps avant de pouvoir avoir un gain sur le minage, la pool de minage va vous permettre d'avoir vos gains tous les jours
Et donc, ça crée de la liquidité. Principalement, une pool de minage, elle a deux fonctions. Elle fait au niveau informatique le lien entre les serveurs et la blockchain. Donc, c'est-à-dire qu'elle va envoyer du travail informatique à chacun des serveurs qui veulent, qui participent à l'effort de minage et envoyer ce travail informatique, récupérer les réponses et les soumettre à la blockchain. Et puis, une fonction financière, redistribuer les gains qui sont générés par ce pool et les redistribuer en fonction de la participation de chacun à la création des blocs. Donc, c'est les deux principales fonctions. Il faut comprendre qu'une pool de minage à l'heure actuelle, même pour les professionnels, c'est un must-have. Personne ne peut s'en passer dans le monde du minage, à moins d'être vraiment un très, très gros acteur avec des moyens extrêmement conséquents, puisqu'il y a une technique derrière qui est quand même très, très complexe. Donc, voilà. Alors, je vais parler de deux avantages qui me semblent très, très importants sur Coxpool. On a pensé le produit pour être facile d'accès. Et donc pour des mineurs professionnels, mais aussi particuliers, qui ne sont pas familiarisés avec l'écosystème du minage, et donc qui vont pouvoir trouver les informations très facilement et pouvoir se connecter à la pool beaucoup plus facilement qu'une autre pool, avec un effort en termes de parcours client qui est important. Donc ça, c'est le premier avantage de Coxpool. Le second, c'est la rentabilité. Le monde des pools de minage est un monde qui est très opaque. Nos principaux concurrents sont basés en Chine. Vous avez très peu d'acteurs en Occident. Et ce sont des concurrents qui restent extrêmement opaques, notamment dans ce qu'ils reversent à leurs utilisateurs. Et quand on compare un petit peu ce qu'on a fait, eh bien, on se rend compte que nous, notre rémunération est assez significativement supérieure à celle offerte par les grands acteurs des pools de minage actuellement, notamment Nanopool, par exemple, où on offre une rémunération qui est de 3 à 5% supérieure à celle de Nanopool. D'accord. Alors, il y a une question d'Eric Bacci sur le coût du kilowattheure et la rentabilité. Alors, on ne peut pas répondre à cette question comme ça en réalité, parce que ça dépend de la carte graphique que vous allez utiliser. Donc, si vous utilisez une carte graphique extrêmement efficace pour le minage, comme des 2080 par exemple, initialement, il y a 2-3 ans, les 1060 étaient particulièrement efficaces, les RX 580 d'AMD aussi. Bon, vous avez déjà ça qu'il faut intégrer. Et donc, quelle est la consommation de chacune de ces cartes graphiques? Première question. Deuxième question, combien vous allez en mettre sur votre serveur? Si vous en mettez qu'une seule, ben forcément, vous allez avoir une consommation de votre ordinateur global qui va être la carte graphique plus la carte mère, l'alimentation, etc. Et grosso modo, les deux vont être équivalentes. Vous allez avoir 100-150 watts pour la carte graphique et le reste, et puis 150 à 250 watts pour la carte graphique. Et donc, du coup, le niveau d'efficience va être assez faible. Si par contre, vous avez 6 cartes graphiques sur le même matériel, puisque globalement, vous n'avez pas besoin de plus qu'une carte mère, la RAM, etc., bah, vous allez toujours avoir 100-150 watts pour le matos initial. Mais par contre, pour les cartes graphiques, vous allez pouvoir optimiser. Donc, il y a cet élément-là aussi qui est très important à prendre en compte. Le troisième élément, c'est le cours des crypto-monnaies. Bien évidemment, vous allez être payé en crypto-monnaie. Donc, plus le cours des crypto-monnaies est important, plus vous allez avoir des gains et plus vous allez avoir un seuil de rentabilité qui va être bas. Donc, globalement, et je pense que le sens de la question est de savoir si c'est rentable de miner de l'Ether, par exemple en France, la réponse est non. Vous allez pouvoir prendre l'équation par n'importe quel bout, vous ne trouverez jamais de rentabilité, ou alors vraiment dans des cas très particuliers. Mais pour le particulier qui a accès à l'électricité à 14-15 cents du kilowattheure, vous ne serez pas rentable. Voilà, c'est plus, vous pouvez envisager de l'être si vous accumulez des crypto-monnaies, vous les gardez, et vous partez du principe que l'Ether va revenir sur des prix, sur les cours qu'on a vus en 2018, par exemple, où l'Ether est monté jusqu'à 1200 €. Dans ces conditions, vous allez accumuler de l'Ether, vous le gardez, on appelle les holders. Donc, vous conservez, et puis d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, quand l'Ether aura considérablement remonté, vous revendez
Et là, effectivement, vous rentrez dans vos investissements. Mais comme ça, de but en blanc, c'est très difficile en France d'obtenir de la rentabilité. C'est beaucoup plus facile dans les pays d'Europe de l'Est, par exemple, en Amérique du Nord. Il faut savoir qu'aux États-Unis comme au Canada, ils ont des coûts d'électricité qui sont extrêmement faibles, qui peuvent atteindre, même pour les particuliers, 7 cents du kilowattheure. C'est quand même extrêmement faible. C'est 2 fois moins cher qu'en France. Et du coup, le minage de crypto-monnaies est plus facile dans ces pays-là. Donc, la solution de minage la plus rentable, là encore, hein, ça va dépendre de tout un tas de facteurs. Je dirais que le système de NiceHash vous permet d'être extrêmement rentable, en tout cas en France. C'est un système qui vous permet d'acheter de la puissance de calcul. En fait, c'est une marketplace de puissance de calcul. Et donc là, vous allez pouvoir acheter de la puissance de calcul à des coûts faibles et donc pouvoir faire travailler cette puissance de calcul sur la crypto-monnaie de votre choix et donc choisir cette crypto-monnaie en fonction de son cours et donc de sa rentabilité à un instant T. Après, en termes de rentabilité, l'Ether et l'Ether classique pour des cartes graphiques de moyenne gamme, 1060, 1070, 1080 Nvidia ou AMD RX 570, 580, 470, 480, ça reste les crypto-monnaies les plus rentables. Après, dès que vous montez en gamme, notamment sur les Nvidia 2080, sur des Vega ou ce genre de matériel, vous allez trouver des crypto-monnaies qui sont plus rentables désormais, comme le Green, le BIM, le Zcoin, le Zcash. Ce sont des crypto-monnaies qui sont beaucoup plus petites, beaucoup moins connues, mais qui en réalité offrent un niveau de rentabilité qui est plus important que l'Ether et l'Ether classique. Alors, Julien, j'ai quand même une question. Donc, c'est quoi qu'il en soit, vouloir se lancer dans le minage, le pool de minage, en passant par Coxpool, c'est intéressant. On gagne forcément de l'argent. Alors, oui, on gagne de l'argent, mais encore une fois, il faut quand même que vous calculiez votre rentabilité. Nous, nos utilisateurs, en fait, c'est une plateforme qui est internationale. Nos utilisateurs, ils sont basés partout dans le monde. On a finalement assez peu d'utilisateurs en France et les utilisateurs qu'on a en France, ce sont des utilisateurs professionnels qui donc ont accès à un coût d'électricité qui n'a rien à voir avec celui auquel a accès les particuliers. Mais pour répondre à ta question, oui, c'est de toute manière rentable de passer par Coxpool si vous avez fait tout l'effort qu'on vient de décrire pour miner, puisque dans tous les cas, on rémunère mieux que nos concurrents sur le domaine des pools de minage. Donc, si votre objectif est de miner et que vous avez fait tout l'effort pour créer du matériel et aller vers le minage de crypto-monnaies, sans vouloir survendre un petit peu notre travail et ce qu'on fait depuis plusieurs années chez Helium, Coxpool et la pool de minage que je vous encourage à utiliser tout simplement par transparence et par rentabilité. Alors, il y a une question de Sonia donc sur la plus-value qui se traite fiscalement comme de revenus financiers. L'immobilisation des sommes en pool de minage sont donc comptabilisées comme des immobilisations financières. Alors, est-ce que la question peut être précisée? Alors, que telle qu'elle est faite comme ça, précise, donc apparemment, précise sa question. Et donc, une autre question de Boris entre-temps, quid de l'écologie et du minage? Alors, je vais répondre à la question. On reviendra donc sur la question, effectivement, de Sonia, sur l'aspect fiscal. Parce que, en fait, l'aspect fiscal, c'est un aspect assez technique que moi, je gère effectivement avec mes comptables, mais qui est assez nébuleux. Donc, il faudrait prendre un petit peu de temps pour l'aborder. Sur l'aspect écologique, c'est une question qui me semble absolument fondamentale et extrêmement intéressante. D'abord, il faut regarder les choses en face. Effectivement, à l'heure actuelle, on a un système, une technologie qui n'a pas encore atteint un niveau de maturité abouti, je dirais. On progresse dans cette direction. Mais évidemment, si on regarde l'énergie consommée pour le nombre de transactions gérées, on est encore quand même pas très efficient sur la consommation énergétique.
Donc ça, c'est le premier point. Deuxième élément qui me semble important de souligner, pour calculer assez simplement la consommation générale du réseau Bitcoin, vous pouvez aller regarder la consommation des machines qui sont en vente actuellement chez Bitmain par exemple, et vous constaterez qu'il faut 40 watts pour créer un TH, que le réseau Bitcoin à l'heure actuelle fait 130 exahash, et un rapide calcul va vous permettre de constater que le réseau Bitcoin dans sa totalité consomme 5000 mégawatts au niveau mondial, ce qui équivaut, pour vous donner un ordre d'idée, un réacteur de centrale nucléaire va produire à peu près 1000 mégawatts. Donc vous avez affaire, le réseau Bitcoin dans sa totalité va tenir sur 5 réacteurs de centrale nucléaire, ce qui est déjà très important, mais ce qui vous permet d'avoir des chiffres qui sont sans doute un peu plus précis que les chiffres que j'ai vus circuler dans le cadre d'études qui, selon moi, étaient quand même pas très sérieuses. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, l'autre élément qui me semble important aussi d'avancer, c'est que c'est une technologie qui est en cours d'évolution. Comme je vous l'ai indiqué sur le petit point concernant l'Ethereum, la question écologique, elle est dans toutes les têtes de ceux qui gravitent dans l'écosystème blockchain et crypto-monnaie, y compris les mineurs de crypto-monnaie. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cette question. Et donc, il y a une évolution qui est en cours. Et par exemple, la blockchain de l'Ethereum va switcher vers un système beaucoup moins gourmand en énergie pour des raisons écologiques. Donc, on a vraiment un écosystème qui est conscient de la problématique et qui travaille sur cette question afin d'augmenter l'efficacité énergétique de tous les systèmes qui sont utilisés pour générer des blocs à l'heure actuelle. Troisième point, les mineurs de crypto-monnaie, à l'heure d'aujourd'hui, utilisent principalement et à très très forte majorité de l'énergie renouvelable, principalement de l'énergie hydraulique, puisque les mineurs de crypto-monnaie sont regroupés dans un certain nombre de secteurs géographiques, donc dans le Sichuan, le sud de la Chine, là où il y a les grands barrages, le Kazakhstan et l'Asie centrale sur les barrages qui ont été conçus à l'époque soviétique, les pays scandinaves et l'Amérique du Nord, et notamment le Québec aussi, avec Hydro-Québec qui a une offre spécialement adaptée pour les mineurs de crypto-monnaie. Et donc ça, c'est un point qui est important. Alors, pourquoi Hydro-Québec met en place des offres à destination des mineurs de crypto-monnaie? Pour une raison simple, c'est qu'il faut quand même savoir que les mineurs de crypto-monnaie peuvent résoudre un problème qui est bien connu des producteurs d'énergie, à savoir ce qu'on appelle l'énergie fatale. Il faut savoir qu'une centrale nucléaire ou qu'un barrage hydraulique, en fait, théoriquement, devrait produire toujours la même quantité d'énergie de manière constante. Et adapter la production d'énergie en fonction de la demande du client final est un problème qui est extrêmement important. En termes d'usure des pièces et en termes de consommation d'énergie de la centrale de production en tant que telle. Et en fait, les producteurs d'énergie sont à la recherche systématiquement d'acteurs qui peuvent absorber le surplus d'énergie plutôt que d'avoir à diminuer la production d'énergie. Donc, c'est le cas des centrales nucléaires, c'est le cas des barrages hydrauliques. Et donc, les mineurs de crypto-monnaie viennent s'installer à côté de barrages hydrauliques pour pouvoir absorber l'énergie quand elle est en surplus, ce qui permet de résoudre des problèmes de tout le monde. Les producteurs d'énergie vendent leur énergie plutôt que de devoir baisser leur production et abîmer leur matériel. Et les mineurs de crypto-monnaie ont accès à de l'énergie qui est pas chère. Dernier point sur cette question qui me semble quand même important de souligner, c'est que le réseau Bitcoin est largement moins énergivore que tout un tas de secteurs d'activité que l'on connaît bien, comme la chimie, la sidérurgie et même le système financier actuel. Et il est aussi intéressant de souligner que le système financier actuellement ne se pose absolument aucune question sur son impact environnemental. Et que donc, vous avez d'un côté un système financier international qui, pour faire simple, ne se pose pas cette question et ne fait aucun effort pour essayer d'améliorer son impact environnemental, ou alors ils font du greenwashing. Et puis, vous avez de l'autre côté l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies qui est certes pas dans un niveau d'efficacité attendu, mais qui est en mouvement sur cette question-là, dans un travail perpétuel et très conscient de la problématique. Très bien. Écoute, Julien, je te remercie pour ton intervention, puisque là, nous avons débordé de 5 minutes, mais c'est bien la preuve que c'est très intéressant.
Et je propose donc, à toutes les personnes qui ont effectivement bien d'autres questions de revenir vers toi directement à travers, je dirais, donc fixpool.com, où il y a tes coordonnées pour pouvoir effectivement te contacter et avoir, je dirais, des informations plus précises, je dirais, concernant ton activité et aussi, pourquoi pas de manière générale, pool de minage. Voilà. Écoute, je te remercie encore. Je remercie toutes les personnes d'avoir participé, à ce webinaire, et on espère vous retrouver donc sur un prochain webinaire toujours dédié au secteur de la blockchain et de son écosystème.